Pan-African Media pour une Afrique. Pan-African Media pour une Afrique souveraine et unie. Bienvenue mesdames et messieurs à cette édition spéciale sur les antennes de Pan-African Media. Ce soir, nous recevons un invité de marque. Oui, il est de marque parce que panafricaniste convaincu. Il est internationaliste, mais aussi et surtout géostratège, très calé sur les questions d'ordre sécuritaire, mais aussi tout ce qui se rapporte à la libération totale du continent africain. Vous l'avez vu sous d'autres cieux et pour la première fois, il apparaît à nos écrans ici à Pan-African Media et vous l'avez deviné, il s'agit de Charlie Kenyé. Charlie, bonsoir. Bonsoir, Mohamed Bachir, mon très cher frère et ami, mon très illustre frère et ami. Je suis très heureux de vous revoir dans ces locaux, dans ce nouveau challenge qui est le vôtre avec toute l'équipe. Je salue toute votre équipe de production, des visages qui me sont familiers. C'est une première pour moi, j'espère que ça ne sera pas la dernière. Je suis très honoré d'être à vos côtés et je salue également tous nos milliers justement de followers, de téléspectateurs et j'espère dans les jours à venir, nos milliards de téléspectateurs. Et une fois de plus, je vous tire ma révérence, je vous tire mon chapeau pour ce combat que vous menez sur bien des fronts, sur ce nouveau front qui vient d'être créé. Et je peux vous rassurer que vous pouvez compter sur toute notre détermination, notre soutien, notre accompagnement pour justement mener à bien ce combat ô combien historique pour non seulement la liberté, mais aussi la souveraineté du peuple africain et des afro-descendants. Merci une fois de plus. En tout cas, c'est un outil qui est créé avec aussi votre collaboration, parce que beaucoup peut-être ne le savent pas, il y a beaucoup de vos idées derrière Pan-African Media. Charlie Kenyé, on va aujourd'hui aborder plusieurs thématiques en rapport avec l'Afrique, mais aussi le monde. Alors, nous parlerons d'un côté, vous vous en doutez bien, de tous ces changements constitutionnels ou anticonstitutionnels ou même inconstitutionnels, ça dépend de qui parle, vous comprenez bien. Il s'agit de tous ces coups d'État sur le continent africain. Nous reviendrons également sur les BRICS qui ont marqué de leur empreinte, en tout cas, l'histoire du monde. C'était à Johannesburg en Afrique du Sud il y a quelques semaines. Nous évoquerons aussi les nombreuses crises sécuritaires et intercommunautaires, notamment au Soudan, en RDC, pourquoi pas en Libye. Et aussi, nous parlerons des conséquences de l'opération militaire spéciale de la Russie en Ukraine, c'est-à-dire ces questions des accords céréaliers. J'y arrive. Charlie Kenyé, tout d'abord, quel est votre regard justement sur tous ces coups d'État sur le continent africain? Bien, déjà, il faut bien définir les terminologies. Je ne suis pas très emprunt justement à des mots, à des terminologies qui sont des mots importés, si on peut le dire ainsi, qui véritablement ne reflètent pas la réalité des États africains qui sont en quête de liberté, de souveraineté. La terminologie ou alors le mot coup d'État, véritablement dans le théâtre ou alors dans l'espace africain, n'a véritablement pas son sens parce qu'il faut dire que vous ne saurez parler de coup d'État. Lorsqu'on parle de coup d'État, ça veut dire clairement qu'il y a eu un chamboulement ou alors un renversement d'un ordre qui avait été établi et donc choisi par les peuples. Oui. Rappelons que la plupart des États africains ou alors de ces micro-États africains sont à la limite des colonies, si on veut être modeste. Et donc, vous pouvez parler justement de démocratie, de liberté, encore moins de souveraineté dans des colonies. Donc, à partir de cet instant, on comprend très bien que l'appellation coup d'État, c'est beaucoup plus une forme de slogan plutôt que véritablement une réalité sur le terrain. Donc, peut-être ça donne raison à certains et pas à d'autres. Est-ce que dans ce cas, on pourrait parler de révolution? Bien sûr, je pense beaucoup plus qu'on peut parler de révolution, de restauration des États. Parce qu'il faut très clairement le dire, au lendemain des années 1960-61, les États africains ont accédé à l'indépendance sur le papier. Oui. Sur le papier, mais dans la pratique, c'est une autre chose. Parce qu'il faut clairement le rappeler qu'un ensemble d'accords continue à tenir ces États africains avec les anciennes
puissance coloniale, je ne parlerai pas du système qui a été mis en place, parce que au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, vous avez tout un système, que ce soit un système politique, un système économique et même un système éducatif qui a été pensé justement par les supposés vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Je mets les supposés vainqueurs parce que ceux qui ont étudié la véritable histoire comprennent qu'en réalité, ils sont en rien des vainqueurs de cette guerre-là, mais les supposés vainqueurs ont décidé justement de mettre en place pour maintenir leur hégémonie à l'échelle internationale. Et donc, ça fait en sorte qu'aujourd'hui, l'Afrique est restée dans ce carcan-là. Et 16 années, en Afrique, nous assistons justement à un éveil des consciences qui fait en sorte que les peuples, par l'entremise de leurs forces armées, parce que c'est ça qu'il faut dire, par l'entremise de leurs forces armées qui aujourd'hui se définissent comme étant des véritables contre-pouvoirs. Parce que si vous observez un peu la dynamique en cours en Afrique, vous prenez le cas du Mali, la Guinée-Conakry, le Burkina Faso, le Niger et jusqu'en date encore le Gabon, vous comprenez très bien que il était très difficile pour les pouvoirs de véritablement se soulever parce que le système politique qui avait été mis en place, le système france-africain qui avait été mis en place, faisait en sorte que l'homme à la tête de l'État, qui véritablement ne reflète pas les desiderata et même les ambitions du peuple choisi par l'extérieur, avait permis à ce que une certaine élite caporalise la machine de l'État, caporalise l'administration et même les forces de défense pour que justement son clan se maintienne au pouvoir. Serez-vous en train de nous dire que, puisque vous avez cité Guinée, Mali, Burkina Faso et peut-être Gabon, on y reviendra certainement, est-ce que ces changements de régime, ces changements de pouvoir reflètent les aspirations des peuples dans ces pays? Très certainement oui. Très certainement oui, simplement parce que si vous prenez au cas par cas, oui. On commence avec la Guinée équatoriale, oui. Même s'il est vrai que Guinée-Conakry, oui. Autant pour moi, la Guinée-Conakry, où il y a eu, restons dans l'appellation coup d'État, pour ne pas entrer dans des terminologies oui. Que nos téléspectateurs ne vont pas... On a changé un régime. Exactement. Lorsque Mamadou Doumbouya prend le pouvoir, il faut clairement le rappeler que la France était au courant de ce coup d'État. Parce qu'il fait le coup d'État le dimanche matin, le samedi soir, vous avez l'ambassadeur de France qui envoie des textes à la plupart des ressortissants français à l'intérieur de la Guinée-Conakry, les interdisant de sortir dans la matinée de dimanche. Et le texte est encore beaucoup plus précis parce que le texte demande aux ressortissants français d'éviter les alentours du palais présidentiel. Ça veut dire que la France, ou alors le renseignement français présent en Guinée-Conakry, était au fait qu'ils devaient forcément avoir un coup d'État. Et bien, si c'était au fait et qu'ils n'ont pas agi, ça veut simplement dire que soit ils ont adoubé le coup d'État, soit celui justement qui posait le coup d'État était quelqu'un qui leur était favorable. Et donc, dans ces deux scénarios, on comprend très bien que lorsque Mamadou Doumbouya prend le pouvoir, la France justement voit en lui la prochaine personne qui justement viendra pérenniser le régime de la France-Afrique en Guinée-Conakry. Sauf que comble du sort, celui-ci véritablement prend le pouvoir, mais les actes qu'il pose sont aux antipodes de ses maîtres, comme un adage. Le peuple n'aurait-il pas joué un rôle dans ça? C'est-à-dire influencer l'orientation de ces changements de régime? Bien sûr, le peuple a joué un rôle important. C'est clair, la société civile. Parce que quand il prend le pouvoir, on voit justement les manifestations à l'intérieur des rues guinéennes, appelant justement le président à véritablement quitter le paradigme de ses précédents pour justement définir de nouveaux paradigmes dans lesquels le peuple se sentira mieux concerné dans la gestion de la chose publique. Et ce qui a donc forcé le président Mamadou Doumbouya à véritablement s'envoyer, parce que c'est un adage africain. On dit lorsqu'on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Certes, ceux qui l'ont envoyé n'ont pas pensé que celui-ci devait justement tourner sa veste comme ça a été le cas. Et aujourd'hui, lorsqu'on voit les actes qui sont posés par ce président-là, on est fier de dire qu'il peut être nominé comme révélation africaine. Alors, c'est vrai qu'avec la Guinée, au départ, les panafricanistes avaient émis beaucoup de réserves. Ce qui n'était pas ou n'est pas le cas du Mali avec Assimi Goïta ou encore le Burkina Faso avec Ibrahim Traoré. Tout à fait. Le cas du Mali comme du Burkina Faso
très rapidement, parce qu'il faut dire que quand le président Assimi Goïta fait, entre guillemets, ce coup d'État, mais c'est une révolution populaire, les deux personnes qui ont été plébiscitées pour justement conduire le Mali, puisque on voit même la grandeur de l'homme, du président Assimi Goïta, parce qu'il se met en retrait. Il choisit un certain Bandao comme président de la transition et un certain Mokhtar, si je ne tombe pas, comme Premier ministre, mais sauf que ceux-ci finissent par le trahir. Qu'est-ce que Bandao et Mokhtar font? Le fait que le Mali ait sollicité la Fédération de Russie pour justement l'aider à résoudre un certain nombre de problèmes sécuritaires sur son pays, eh bien, le président de la transition et son Premier ministre se plaisent à aller remettre copie de cette doléance de l'État burkinabé entre les mains de l'Élysée. Fort de cette réalité, le président Assimi Goïta comprend très vite que il ne saurait fonctionner dans un pareil système. Il est obligé justement de refaire une autre révolution. On a rectifié en tout cas la révolution. Merci de rectifier cette révolution avec le soutien du peuple et il décide de prendre le pouvoir. Pour le cas du Burkina Faso, si vous me permettez, avec le cas du Burkina Faso, on comprend très bien que nous sommes un peu dans les mêmes schémas que le Mali. Alors, Rochmark Christian Kaboré est évincé par les Damiba, militaires. par Damiba. Damiba arrive aux affaires. Exactement. Et le même Damiba est vomi. Est vomi. Il est vomi simplement parce que quand Damiba arrive aux affaires, selon les chiffres, en pratiquement 6 mois de présidence, il a consommé des vertueux, je parle ici des vins, pour pratiquement 76 millions. Et en pratiquement 6 mois, on s'est rendu compte que la menace terroriste dans le Nord ne faisait que prendre du chemin, de l'ampleur. Et puis encore, et là je cite une déclaration du président Ibrahim Traoré qui fait savoir que lorsque les forces spéciales, parce que lui-même qui est un soldat des forces spéciales, lorsque les forces spéciales étaient engagées sur le front, lorsqu'ils sont en face de l'ennemi, eh bien, Ouagadougou les appelle pour les demander de ne pas attaquer et de rebrousser chemin. Il vous dit clairement, vous, à votre place, qu'est-ce que vous faites? Puisque lorsque les forces spéciales opèrent, ils opèrent sur la base du renseignement. C'est-à-dire que c'est la population qui les appelle pour leur informer que l'ennemi est à tel endroit. Et la population vous appelle pour vous informer que l'ennemi est à tel endroit. Ils espèrent que votre arrivée, justement, va neutraliser l'ennemi. Mais curieusement, vous arrivez, vous repartez. Dans leur tête, vous êtes complice de l'ennemi. Or, ils ne savent pas qu'en réalité, vous également, vous dépendez du politique. Et le politique vous induit à ce genre de choses qui forcément peut créer un certain nombre. Et donc, Damiba, obligé justement d'assumer ses responsabilités, décide donc de mettre, Ibrahim Traoré, obligé d'assumer ses responsabilités, décide donc de mettre Damiba de côté pour justement véritablement conduire la révolution du peuple burkinabé. Et les résultats aujourd'hui sont sur le terrain. On voit très bien comment, rien qu'avec la coopération de la Fédération de Russie dans le domaine du renseignement, parce que c'est important de le dire, aujourd'hui la Russie opère avec le Burkina Faso, spécifiquement dans le domaine du renseignement, avec bien sûr l'approvisionnement en matériel de combat. Vous avez des drones, vous avez des hélicoptères d'attaque et bien sûr quelques avions de troupes. On voit comment le Burkina Faso est en train de reprendre du poil de la bête. Donc c'est fort imposant. En tout cas, le pays est en train d'être reconquis. Exactement. Alors, Brice Clotaire Oligui Nguema, qu'est-ce que ça vous inspire? Ça m'inspire. J'ai bien envie d'être optimiste, mais je pense que l'Afrique a un tournant historique de son histoire où on ne doit pas flagorner, on ne doit pas s'amuser, on ne doit pas faire du cinéma. Et j'ai comme l'impression qu'on nous a servi un cinéma à la hollywoodienne du côté du Gabon. Parce que Brice Clotaire Nguema, qui aujourd'hui, je crois jusqu'à hier, a prêté serment du côté du Gabon. Du côté du Gabon, si on s'en tient rien qu'aux éléments justement qui ont permis à ce que celui-ci prenne le pouvoir, il y a déjà tellement de flou dans cette histoire, même s'il est vrai que quelque part les autorités gabonaises ont participé à ce qui est en train de se passer, parce que vous ne pouvez pas organiser des élections comme celle-là, vous vous réclamez être démocrate, non seulement vous coupez la connexion internet, vous refusez de communiquer, si vous ne communiquez pas, le camp d'en face va communiquer pour vous. C'est ce qui a été fait avec les sites comme Gabon aujourd'hui, qui même avant que l'organe en charge de proclamer des élections ne donne
des résultats provisoires. On a vu des sites qui proclamaient déjà professeur Albert Ondossa vainqueur des élections. Simplement, c'est une faille de l'ordre gouvernant parce que c'est des erreurs qu'il ne faut pas commettre. Vous refusez de communiquer. Dans ce monde aujourd'hui, les autres communiquent pour vous. À côté de ça, on a l'instauration du couvre-feu, 19h-6h, véritablement, qui n'a véritablement pas beaucoup aidé. Vous avez le refus justement d'un certain nombre d'observateurs internationaux, précisément ceux de l'Union européenne. Même si j'adhère à cette philosophie, il faut clairement dire que sur le plan africain, vous avez des observateurs indépendants qui auraient pu justement assister à ces élections-là, un peu comme la Guinée, la République centrafricaine l'a fait dans le cadre de la supervision. Beaucoup d'observateurs africains indépendants, ils auraient bien pu le faire. Donc ça a donné naissance à un flou qui a permis justement au camp d'en face de prospérer. Prospérer également sur la base d'un fallacieux prétexte, parce qu'il faut le dire très clairement, l'opposition gabonaise autour du projet Alternance 2023 porté par le professeur Albert Ondossa n'avait véritablement pas de projet de société pour le Gabon. La preuve, c'est que leur slogan, c'était 60 ans de règne, c'est trop. Qu'est-ce que véritablement proposé au Gabon? Il n'y avait pas. Donc, on a surfé sur une vague de changement voulu par le peuple gabonais pour justement arriver au pouvoir de façon peut-être électorale. Mais aujourd'hui, on voit très bien que l'armée ayant pris le pouvoir, parce que s'il est vrai que du côté du Gabon, on nous a annoncé des résultats aux environs de 3 heures, ce qui est une première à l'échelle internationale. À 4 ou 5 heures, il y a eu coup d'État. Et la spécificité du coup d'État, c'est qu'on se rend compte que pratiquement toutes les composantes de l'armée, de la sécurité étaient par rapport à ce coup d'État, ce qui, une fois de plus, est une première. Parce que si vous analysez les coups d'État, je dis entre guillemets, que ce soit au Mali, Guinée ou même Burkina Faso, dans un premier temps, vous allez voir qu'il y a 2 composantes de l'armée qui, à partir du moment où ils sont unanimes, les autres suivent le pas. Alors, plusieurs analystes que nous avons suivis par-ci, par-là, estiment que ce coup d'État n'en est pas un. Ils pensent qu'il s'agirait plutôt d'une continuité, mais cette fois-ci avec quelqu'un qui n'était pas, en écartant celui qui n'était plus très efficace dans le système france-africain. Je parle du président Ali Bongo. Et donc, plusieurs analystes orientent leur pensée dans ce sens-là. Est-ce que vous corroborez? Je corrobore cette pensée. Je fais partie de ceux qui pensent que, et j'espère me tromper, excusez-moi, on peut tout reprocher à Ali Bongo, mais il faut également reconnaître qu'il était pour le multilatéralisme. Oui. C'est-à-dire qu'il était pour la diversification des partenariats. Et quand on voit même les déclarations lors de la prestation de serment du président de la transition, Brice Oligui Nguema, quand on voit le discours de politique générale qu'il a fait, on comprend très bien qu'il y a beaucoup de points d'interrogation dans son discours. Clairement, il indexe son prédécesseur comme responsable de tous les malheurs des Gabonais. De tous les malheurs des Gabonais. Il va même plus loin en disant que son prédécesseur est responsable de l'effritement des relations entre le Gabon et la France. D'ailleurs, il promet de ramener ces relations au firmament. Bon, mais ça tient la route quelque part, puisque Ali Bongo avait quand même décidé d'intégrer le Gabon au sein du Commonwealth. Exactement, en 2019-2020, si je ne me trompe pas. Parce que justement, Ali Bongo, on peut reprocher la longévité au pouvoir de ces chefs d'État, mais la longévité au pouvoir leur a appris une chose de pertinent, c'est que l'Occident, c'est le mal. Et ça, ils avaient pris conscience. Ils avaient pris conscience, c'est pourquoi Ali Bongo avait compris qu'il fallait obligatoirement diversifier ses partenariats. D'où justement l'entrée dans les BRICS. À côté de dans les Commonwealth. Dans le Commonwealth, pardon, à côté de l'entrée dans les Commonwealth. Il faut également dire, même sur le passé, le Gabon également était prêt à déposer une candidature pour rejoindre les BRICS, même si c'est une information qui ne fuse pas beaucoup. Il avait compris la nécessité justement de diversifier ces partenariats-là. Or, aujourd'hui, le nouvel homme fort, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit très clairement que l'effritement des relations entre son pays et l'ancienne puissance coloniale venait du fait de son prédécesseur. Et il se rassure qu'il va justement s'arranger à ce que ces relations soient à beau fixe. Mais ça va même beaucoup plus loin, parce que lorsqu'il prend même le pouvoir, au lieu d'assurer les Gabonais du fait que les choses iront mieux, il assure les partenaires au développement du Gabon, il assure les partenaires étrangers du Gabon, il assure même la communauté internationale que le Gabon respectera ses engagements à l'échelle internationale. Et que leurs intérêts ne seront pas touchés. Alors, Charlie Kenyé, étant donné qu'on essaye de faire un tour d'horizon de tout ce qui est actualité,
Il y a quelques jours, les BRICS, entendus Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, ont tenu leur 15e sommet. C'était à Johannesburg, en Afrique du Sud, au cours duquel beaucoup de choses ont été dites. On s'attendait à deux principales annonces. La première qui était celle de l'entrée de nouveaux membres, ça a été fait. Et la seconde, c'était la possibilité d'aller vers une monnaie commune. Prenons le premier axe. Comment vous avez apprécié l'entrée de ces 6 nouveaux membres? Il faut rappeler quand même qu'il y avait plus d'une trentaine de candidatures sur la table. Très stratégique. Très, très stratégique. Il faut aller très loin dans la compréhension géopolitique du monde pour comprendre l'annonce des BRICS. Déjà, il faut dire que les 6 nouveaux membres, l'Arabie Saoudite, l'Iran, l'Égypte, l'Éthiopie, les Émirats Arabes Unis et l'Argentine, cette décision ne s'est pas faite au hasard, parce que s'il fallait justement choisir les membres sur la base peut-être de l'affiliation, du sérieux, de la confiance, je crois que la candidature de l'Algérie aurait été choisie même bien avant tous les autres. L'Algérie était véritablement en pole position pour faire son entrée dans les BRICS. Mais qu'est-ce que les BRICS ont fait? Les BRICS ont priorisé 2 choses. La première, c'est le contrôle de l'énergie à l'échelle internationale. Et la seconde, c'est le maintien de la paix et la sécurité à l'échelle internationale. Contrôle de la maintien de la paix et la sécurité à l'échelle internationale. Lorsque les BRICS adhèrent ou alors acceptent l'Arabie Saoudite et l'Iran, très clairement, l'Égypte est en train de renforcer la médiation chinoise qui a permis à ce que ces 2 États qui jusqu'à hier étaient encore des ennemis ont commencé justement à échanger. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez... les BRICS, voulez-vous dire, sont en train de consolider cela. Ils sont en train de exactement. C'est-à-dire que... Parce que c'est la Chine qui a joué. Exactement. La Chine a joué les médiateurs et les BRICS, en les acceptant au sein justement de cette alliance internationale, tous les deux, les obligent à coopérer et à faire ensemble. Parce qu'on sait très bien que ce sont des ennemis d'antan. Mais il faut rappeler carrément que leur inimitié date justement de ce Satan qu'on appelle les États-Unis, qui se servait de cette inimitié pour non seulement maintenir sa présence militaire dans le Moyen-Orient, mais également permettre à ce qu'Israël puisse jouir de cette inimitié-là et se renforcer. Parce que l'inimitié entre l'Iran et l'Arabie Saoudite permettait à Israël de s'attaquer uniquement à son principal ennemi, à savoir le Hamas et le Hezbollah au Liban. Mais aujourd'hui, avec l'alliance qui a permis à ce que non seulement les relations diplomatiques puissent s'établir entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, et les deux se retrouvent au sein de l'alliance des BRICS, et on connaît très bien les conditionnalités pour adhérer aux BRICS. C'est-à-dire que dorénavant, ils devront échanger en monnaie locale, ils devront faire un ensemble de choses ensemble. On va même aujourd'hui jusqu'au niveau des exercices militaires conjoints qui vont permettre à ce que les États-Unis se retrouvent en très mauvaise position. Et donc l'enjeu sécuritaire était déjà là. Parlant de l'Iran et de l'Arabie Saoudite. Deuxième enjeu sécuritaire, toujours dans cette alliance-là. Lorsque les BRICS acceptent l'Éthiopie et l'Algérie, je tiens à vous rappeler que... Et l'Égypte. À l'heure où nous parlons, il y a un débat, il y a une dissension entre l'Égypte et l'Éthiopie dans le cadre du dossier du Nil. C'est-à-dire que les deux se disputent justement le Nil et le grand barrage du Nil. Et aujourd'hui, lorsque les BRICS décident de les faire ensemble, en réalité, les BRICS confortent justement cette paix et cette sécurité qu'ils voudraient justement renforcer, parce que les BRICS ont un calendrier clair. Les BRICS, c'est la paix, la sécurité, la prospérité économique. Et donc, pour arriver à cette prospérité... Et tout ceci dans la multipolarité. La multipolarité, merci. Et pour arriver à cette prospérité économique, vous ne pouvez pas parler de paix. S'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de sécurité, vous ne pouvez pas parler de prospérité économique. Donc, je pense que le choix de ces pays à rejoindre les BRICS, principalement, était l'enjeu sécuritaire. Maintenir la paix, la sécurité à l'échelle internationale. Le second, c'est l'enjeu énergétique. L'enjeu énergétique, pourquoi? Parce que rappelons que l'Arabie Saoudite est le premier producteur de pétrole à l'échelle internationale. Et les États-Unis ont bâti leur hégémonie depuis les années 1970 sur ce qu'ils ont appelé les pétrodollars. C'est-à-dire qu'en faisant en sorte que l'activité économique internationale tourne autour du pétrole. C'est-à-dire que vous ne pouvez rien faire aujourd'hui à l'échelle internationale sans acheter le pétrole. Or, en bâtissant justement l'activité du pétrole autour de la monnaie américaine qu'est le dollar, les États-Unis se sont assurés du fait que le commerce international devait obligatoirement tourner autour
du dollar. Et ça a donc permis à ce que les Américains vivent cet Eldorado sans véritablement travailler, parce que à chaque fois où vous voulez mener une transaction à l'échelle internationale ou acheter du pétrole à l'échelle internationale, il vous faut préalablement acheter le dollar comme devise pour pouvoir acheter le pétrole. Donc, ce sont des choix stratégiques. Donc, ce sont des choix stratégiques qui ont Alors, permis... qu'en est-il des autres aujourd'hui? Il y a encore, hein, comme je le disais, une trentaine de dossiers en attente, puisque nous tendons vers la fin de cette édition spéciale. Et serait-ce encore en étude, d'après vos analyses, ou alors on a tout simplement mis cela de côté? Non, je pense que c'est en étude. Je ne suis pas sûr qu'avant la fin d'année 2024, l'Algérie rejoindra les BRICS avant la fin d'année 2024. C'est une évidence absolue. L'intérêt, par contre, d'accepter également la candidature de l'Argentine, c'est qu'il faut dire très clairement que l'Argentine, aux côtés du Brésil et je crois du Venezuela, ce sont des géants quand même en Amérique. l'Amérique latine. En Amérique latine. On sait très bien que le Brésil, c'est une évidence dans le cadre des BRICS. Le Venezuela également, c'est un peu le cas de l'Algérie. Ce sont des évidences à venir. Mais la problématique ici, exactement. La problématique ici était l'Argentine, surtout qu'à l'intérieur en Argentine, vous avez des politiques qui sont en train justement de vouloir prôner un certain rapprochement avec les États-Unis. C'est-à-dire que les BRICS ont joué sur les mêmes leviers qu'a joué l'OTAN dans le cas de la Finlande. Parce que l'OTAN, en acceptant la Finlande à l'intérieur de cette alliance militaire, l'OTAN savait très bien qu'à l'intérieur de la Finlande, il y avait une caste d'hommes politiques qui justement étaient en train de merger, qui eux justement prônent un rapprochement avec la Fédération de Russie plus qu'avec le bloc atlantique. Et donc, l'Argentine se rapprocher un peu de cette réalité. Les BRICS ont jugé utile de véritablement d'abord prendre l'Argentine pour s'assurer de ce trio Argentine, Venezuela, Brésil pour maintenir justement l'Amérique latine dans l'idéologie voulue et portée par les BRICS. Et pour refermer le chapitre BRICS, nous annonçons aussi à nos téléspectateurs de Pan-African Media que les BRICS justement ont invité l'Indonésie à se rapprocher, en tout cas adhérer. Et donc, Indonésie, il faut bien le dire, c'est le plus grand pays musulman du monde. Et ça rentre dans ce que vous avez dit tout à l'heure, ce sont des stratégies. Exactement. Charlie Kenyé, nous allons ressortir par l'opération militaire spéciale de la Russie en Ukraine, avec notamment le déplacement, il y a quelques heures seulement, du président turc Recep Tayyip Erdogan. Il s'est entretenu à Sochi avec Vladimir Poutine pour relancer le fameux accord céréalier. Bon, il faut très vite comprendre qu'en réalité, Erdogan également est dans une logique très souverainiste de rétablir l'ancien empire ottoman. On ne peut pas le reprocher ça. Et à côté de ça, Erdogan veut s'imposer dans la scène géopolitique comme étant un acteur important parce qu'il aurait été celui déjà premièrement qui aura permis à ce que Vladimir Poutine s'assoie sur une table avec l'Ukraine pour justement parachever cet accord céréalier qu'aujourd'hui la Russie est en train de dénoncer. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup plus un intérêt sécuritaire et un intérêt agroalimentaire. Agroalimentaire, pourquoi? Parce que les habitudes alimentaires du monde arabo-musulman oblige justement une énorme consommation en produits céréaliers. Et aujourd'hui, la Turquie se veut être un peu comme la boussole justement de ce monde arabo-musulman qui jusqu'en date était porté par l'Égypte. Un pays qui est, il faut bien le dire, un peu à cheval entre l'Asie et l'Europe. Et l'Europe, exactement. Et quand vous voyez ça, vous avez compris très bien que dans le cadre du respect de l'accord céréalier, la Turquie joue un rôle important parce que c'est un trafic qui se faisait au niveau de la mer Noire. Et on sait très bien qu'avant d'arriver à la mer Noire, obligatoirement, il y avait des détroits tels que le détroit de Bofshor ou le détroit de Dardanelles qui sont contrôlés par l'armée turque qui permettait à ce que, pour que justement tout cela se mette en place, la Turquie également avec son mot à dire. Et donc retirer, sortie de cet accord, réduirait un peu l'influence turque justement dans la gestion et même dans la conduite des affaires internationales, ce que la Turquie véritablement peut voir comme étant un échec. Donc je crois qu'il y a une volonté d'exister sur le plan géopolitique, mais également il y a une réalité agroalimentaire qui fait en sorte que la sortie de ces céréales a profité beaucoup plus au monde arabo-musulman, parce que si on se souvient à la sortie de l'ancien, ou alors pardon, du ministre de la Défense italienne, qui faisait savoir que dans la plupart des navires transportant les céréales qui ont quitté les ports de la mer Noire pour le reste du monde, à peu près 95 sont allés dans le reste du monde et un peu moins
moins de 5% sont arrivés en Afrique. Oui. Et dans les 5% qui sont arrivés en Afrique, pratiquement 3-4% sont restés dans le Maghreb, pratiquement en Tunisie, en Algérie et au Maroc. Oui. Parce que ce sont des pays qui ont une habitude alimentaire qui oblige une énorme consommation en produits céréaliers. Et donc, pratiquement 2% sont arrivés en Afrique subsaharienne. C'est l'une des raisons pour lesquelles Vladimir Poutine conteste justement cet accord céréalier. Parce que, si on s'en souvient même encore aux dernières statistiques de Eurostat, Eurostat fait savoir que dans la plupart des navires qui quittent la mer Noire avec les produits céréaliers pour alimenter le marché mondial, plus de la moitié sont des navires européens. Donc, c'est dit très clairement que la plupart justement de ces produits céréaliers vont en Europe plutôt que dans les pays nécessiteux. Or, le but de l'accord, c'était d'alimenter les pays qui sont menacés de famine, parmi lesquels l'Afrique et une partie du reste du monde. Mais on a comme l'impression que c'est l'Europe qui en tire bénéfice de cet accord-là. Merci, très cher Charlie Kenyé. Alors, on pourrait parler toute une journée avec Charlie. Tout à fait. Mais on y reviendra, Charlie, on y reviendra. Pan-African Media, au nom de toute l'équipe, nous vous disons merci. Et nous invitons tous les followers de Charlie Kenyé, ceux qui aiment suivre ses analyses, d'aller sur toutes ces plateformes. Charlie Kenyé officiel, que ce soit sur Telegram ou même sur Facebook, vous trouverez Charlie Kenyé. Quant à Pan-African Media, vous connaissez les adresses. Sur YouTube, Pan-African Media TV. Sur Facebook, Pan-African Media également. Instagram, Twitter, écrivez notre nom tout simplement et vous nous aurez pour une Afrique souveraine et unie. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur nos antennes. Pan-African Media pour une Afrique souveraine et unie.